démocratie réelle, le débat public dans la cité avec un grand C et pas à deux vitesses. Donc, tout ce que je vais dire, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont voir bien. Déclarer forfait maintenant, PMU. Hein? On va vous mettre ça au... Je sais pas, c'était une vidéo, je sais pas si c'était un micro-trottoir ou un truc marrant, je sais pas. Ouais, c'est possible. Ah, ça fait plaisir. Mais ça date, en fait, je voulais join pour voir si ça marche, en fait, j'avais jamais fait ça. Il n'y a pas de souci, t'es bienvenu. Et tu veux discuter de quoi? Une guerre, on lutte tous pour la démocratie. On va utiliser les gens qui nous jurent, jamais on ne dit ça comme nous. Eh bien, c'est clair aujourd'hui. Du voile et de l'interprétation qui se dirait divine de la question du voile de la musulmane. Alors j'ai expliqué à plusieurs reprises parce que... Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans notre émission spéciale élection 2024. Alors ce soir, j'ai l'honneur et j'ai comme invité Monsieur Gaëtan van Goldsenhoven du groupe de la formation politique du parti du mouvement réformateur, du MR, et qui m'a fait donc la gentillesse d'accepter mon invitation. Et nous allons l'accueillir afin donc de lui poser quelques questions, qu'il se présente et qu'il présente les projets qu'ils ont au niveau du mouvement réformateur, mais aussi à titre personnel, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il défend comme cause. Voilà, donc il va monter dans 2 secondes, donc le temps qu'il se prépare. Donc, on fait 3, 2, 1 et on est en ligne. Bonsoir, monsieur Van Goldsenhoven. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, ça va, la campagne, évidemment, le terrain, comme souvent. D'accord. Et vous pouvez vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, dire un peu ce que vous faites, quel est votre cursus. Voilà, donc... Eh bien, je suis un Anderlechtois de 50 ans. J'ai commencé ma carrière politique comme conseiller du CPS en 2000, puis je suis devenu président du CPS en 2007. Malheureusement pour seulement 6 mois, puisque j'ai succédé à Jacques Simonet comme bourgmestre d'Anderlecht pendant 5 ans et demi. Je suis parlementaire bruxellois depuis 2009 et sénateur depuis 2019. À l'heure actuelle, je suis donc député bruxellois à la Fédération Wallonie-Bruxelles et chef de groupe au Sénat. Le Sénat étant composé des entités fédérées, nous sommes tous des élus, évidemment, régionaux, enfin quasiment tous, disons. Et voilà mon parcours politique rapidement résumé. D'accord. Et donc, je voulais avoir quelques informations parce que souvent, on dit que le MR, le mouvement réformateur, il y a beaucoup de fachos, qu'on n'aime pas forcément les immigrés, que l'on est avec Israël, que voilà. Donc, on aimerait savoir un peu les personnes qui le composent. Qu'est-ce que vous avez à dire, surtout aussi les différentes
affaires, par exemple, par rapport à Good Move. C'est un vrai problème dans la région bruxelloise pour circuler. Evras, voilà, dire un peu plus, voilà, qu'est-ce que vous défendez de votre point de vue? Écoutez, déjà, le fait qu'on serait facho, c'est insultant et puis c'est blessant. Vous savez, quand j'étais bourgmestre, lors des élections 2012, le Vlaams Belang a fait une campagne contre moi en disant que ma femme était une bougnoule parce que une partie de sa famille, sa mère est d'origine libanaise. Donc, je sais ce que c'est le racisme et je sais paradoxalement, même si ça peut paraître étonnant, ce que peut faire donc une campagne à objectif raciste. Alors, nous ne sommes ni racistes ni fachos, et donc si nous sommes fachos, alors qui sont les vrais fachos? C'est ça la question. Non, nous sommes un des plus anciens partis de ce pays. Le parti justement qui a fait en sorte que la tolérance d'opinion, la tolérance religieuse soit un fait acquis réel dans ce pays, parce que voilà, à une époque pas si lointaine, il n'était pas envisageable d'avoir une autre religion, d'autres convictions. Et donc le parti libéral a travaillé là-dessus, s'est battu là-dessus, a permis développer l'enseignement, donc pour que toutes et tous puissent bénéficier donc de l'ascenseur social. C'est un des grands partis qui a amené effectivement notre société à se moderniser, à être plus tolérante, à être plus ouverte au monde. Et donc voilà, c'est un des piliers de la démocratie belge depuis quasiment l'origine, et donc et même depuis l'origine si on veut généraliser les choses. Pour le reste, nous avons une vision effectivement de la ville un petit peu différente que ce qui se fait à l'heure actuelle. Nous avons combattu évidemment cette propension à décider des gens contre leur volonté. Et Good Move est une illustration qui nous fait dresser les cheveux sur la tête, parce que nous avions prévenu, et j'en sais quelque chose parce que en 2022, j'ai été de ceux qui ont tiré l'alarme dès les premiers jours quasiment de 2022, suite à la découverte que la commune d'Anderlecht avançait sur un projet de Good Move qui a fait beaucoup parler à Cureguel. Et je m'étais rendu compte au contact des gens, parce que je fais du porte-à-porte et je vais voir les gens là où ils habitent, là où ils travaillent, là où ils font leurs activités commerçantes. Et ils m'avaient dit, leur désarroi d'apprendre ce projet sorti de nulle part, où qu'on prétendait avoir été concerté mais qui ne l'avait pas été. Et donc j'ai eu des débats réguliers, que ce soit dans les médias ou au conseil communal, pour faire en sorte qu'on puisse remédier à cela, travailler autrement, retirer le plan, se donner le temps effectivement d'une vraie concertation. C'était systématiquement refusé, à tel point d'ailleurs que Good Move n'a jamais été réellement voté au conseil communal d'Anderlecht pour pouvoir bypasser le débat public. Puis il y a eu effectivement le clash qui s'en est suivi donc à la rentrée du mois de septembre, et qui s'est étendu par la suite. Et donc c'est un modèle de ville subi que nous combattons depuis des années, qui consiste à vouloir imposer entre guillemets le bonheur des gens contre eux-mêmes, comme si les gens étaient des enfants et des personnes incapables de pouvoir décider pour elles-mêmes et décider de ce qui était bon comme modèle de ville. Les espaces publics doivent effectivement correspondre à la réalité de la vie de tout un chacun, et cette espèce de guerre obsessionnelle contre la voiture. Alors bien sûr, nous ne sommes pas que pour une société liée à la voiture. Nous voulons évidemment des transports en commun de qualité, nous voulons des trottoirs où les personnes, y compris les personnes handicapées, les PMR, les personnes âgées puissent se déplacer. Nous voulons évidemment des pistes cyclables sécurisées, mais cette lutte obsessionnelle contre la voiture, même lorsque son usage est indispensable, nous paraissait à la fois irrespectueux, irréaliste et démocratiquement dangereux. Et donc nous nous sommes battus contre Good Move, parce que c'est l'idée même de cette espèce d'adhésion à un projet qui était rendu effectivement impossible par une démarche qui nous paraissait complètement folle. Une démarche qui a failli d'ailleurs se répéter dans Good Living, puisque là aussi on poussait plus loin toute une série de concepts comme
la suppression de tout stationnement en épi, la suppression quasiment à terme de tout stationnement en voirie, qui faisait que les personnes qui n'avaient pas de garage étaient finalement dans l'impossibilité de pouvoir encore disposer d'un véhicule. Bref, tout ce qui nous paraissait à la fois excessif et contre-productif, alors même que les infrastructures qui permettent de se passer de la voiture n'étaient pas développées. Donc nous voulons une ville viable, vivable, une ville où on puisse travailler, on puisse se déplacer, on puisse avoir des espaces verts de qualité, parce que paradoxalement, alors qu'on faisait une guerre obsessionnelle contre la voiture, on bétonisait des espaces verts absolument nécessaires pour notre qualité de vie. Donc ça nous a paru un terrible paradoxe. On aurait souhaité que les écolos qui étaient très attentifs et bloqués sur la lutte contre la voiture soient plus intéressés par cette place de la nature en ville qui était en quelque sorte sacrifiée. Nous sommes évidemment très attentifs à garder un tissu économique, que ce soit d'entreprise, que ce soit de commerce, dans l'ensemble des quartiers. On l'a vu évidemment que beaucoup de projets ont porté atteinte et fait que beaucoup d'entreprises quittent la région bruxelloise, y compris des entreprises qui engagent beaucoup et parfois de la main-d'œuvre peu qualifiée, par exemple comme le pralinier Léonidas, ou de nombreux commerçants. Il suffit d'aller ruailler pour se rendre compte que voilà, un certain nombre d'orientations urbaines ont un impact évidemment majeur sur la vie économique d'une rue. Voilà, et sur la qualité de vie de beaucoup de gens. On se souvient du piétonnier. On se souvient du piétonnier avec notre cher Yvonne Mayer de la formation politique du Parti socialiste, qui a endetté quand même la population pour 20 millions d'euros. Et l'hôtel Métropole l'a attaqué en justice en réclamant des frais, pour perte à raison de 5 millions d'euros. Qui va sortir cet argent? C'est encore les citoyens et tous les commerces qui ont été plombés. Évidemment, le citoyen est amené à payer plus pour avoir moins. C'est insupportable et ça explique que beaucoup de gens décident de quitter Bruxelles, non pas parce qu'ils détestent Bruxelles en tant que tel, mais parce que Bruxelles ne peut plus correspondre à leurs besoins, parce que payer toujours plus pour finalement avoir des services en déclin et des contraintes de plus en plus importantes, ça devient effectivement insupportable. Et donc, oui, il faut créer évidemment une richesse pour la redistribuer, mais il faut permettre aux gens de travailler. Or, dans un certain nombre d'endroits, c'est devenu extrêmement compliqué et on est en plus sanctionné pour tout. Il y a des taxes, au moindre oubli, on a une taxe. On sent cette pression finalement hostile. C'est cette hostilité à l'égard des gens qui veulent vivre à Bruxelles normalement, qui veulent se déplacer, faire vivre leur famille dans des conditions acceptables. Ils ont l'impression presque d'être en but finalement quasiment considérés pour certains d'entre eux comme de véritables ennemis, sous prétexte que malheureusement de temps en temps ils ont besoin d'utiliser une voiture. Et donc voilà, je crois que c'est un modèle de ville qu'on puisse choisir, que nous voulons promouvoir, plutôt que que l'émergence de cette ville subie qui n'a été qu'une addition de contraintes, sans pour autant que la ville soit devenue plus agréable, parce qu'on nous vend non, c'est la PIG depuis 20 ans, et puis les familles ne peuvent plus se permettre de vivre vraiment à Bruxelles. C'est devenu très très cher au niveau des loyers. Pour rebondir sur le logement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles seraient, vos préconisations, ce que vous souhaiteriez mettre en place au niveau du mouvement réformateur? Parce que pour rebondir sur le travail et la non-discrimination, comme vous dites que vous avez toujours lutté au sein de votre mouvement réformateur pour que tout le monde puisse avoir sa place. Donc, quand vous me parlez du travail, de l'accès au logement et au travail, je ne peux m'empêcher de penser, entre autres, par exemple, aux femmes musulmanes chalées et la posture que votre parti a par rapport à ces musulmanes qui ont un foulard et à laquelle finalement on refuse dans l'école supérieure d'aller avec leur foulard sous prétexte qu'elle serait en passe de faire du prosélytisme. Comme on dit, tout le monde a des croyances et tout le monde a des convictions, même ceux qui disent ne pas en avoir. Et donc, finalement, il faudrait qu'il y ait quand même la place un peu pour tout le monde et un véritable dialogue pour faire des ponts,
pour mieux s'entendre sur l'essentiel et justement ne pas stigmatiser justement ces femmes et ces jeunes femmes qui ont souvent beaucoup de, envers et contre tout, beaucoup de qualifications qui leur permettraient d'avoir un travail digne et ne pas faire le jeu de ceux qui voudraient ne les laisser qu'à la maison, hein, pour ceux qui veulent combattre un peu ceux qu'on aime bien caricaturer comme très très misogynes. Voilà, et donc elles font des études, mais elles se voient ensuite freiner au niveau du travail et on leur fait le chantage. Donc j'aimerais bien comprendre un peu le paradoxe entre ce que vous nous dites, vous personnellement, et le fait que vous soyez à l'intérieur d'un parti qui prône le fait, comme monsieur Georges-Louis Boucher, le fait qu'une femme ne doit pas... Il n'y a pas de neutralité, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une réelle neutralité, tout le monde a des convictions. Par contre, la neutralité du traitement que l'on donne aux citoyens, il faut s'y tenir. Mais la neutralité des personnes, ça ne rime à rien du tout. C'est devenu une forme de cache-sexe. Voilà, permettez-moi de dire sincèrement ce que je pense. Et moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, je suis vraiment pour le dialogue, même de ceux qu'on dirait être antagonistes, pour justement créer des ponts de compréhension les uns avec les autres. Bien sûr. Merci pour Écoutez, répondre. je pense très sincèrement que c'est un débat qui existe. C'est pas un débat nouveau, donc on peut toujours établir donc un manque de sincérité. Il se fait effectivement que mon parti historiquement a été un parti qui a été très impliqué dans la séparation de l'Église et de l'État. Si on peut aujourd'hui pratiquer la religion musulmane et les autres religions, c'est aussi parce que on a séparé l'Église et l'État. Sinon, il y aurait une religion d'État qui, dans le meilleur des cas, tolérerait les autres, mais en tout cas ne leur permettrait pas effectivement d'exister sur un pied de relative... Ah, la caméra, ça a sauté. Ah, j'espère qu'il va pouvoir remonter. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'il va remonter. Il y a eu, je crois, une mauvaise manipulation. J'espère que monsieur Gotzenhoven montera au plus vite. J'espère que vous allez tous bien, les uns et les autres. Bah, c'est passionnant, hein, donc j'espère que on va continuer le débat de fond. Voilà, donc des fois, on n'a pas forcément l'occasion de l'avoir dans la vie réelle, donc ça nous aide un petit peu. Ah, voilà. Voilà, j'imaginais bien, j'ai dit, notre hôte ne nous a pas lâchés en cours de route quand même. Non, c'est un problème technique, malheureusement. Oui, j'avais deviné. Il y avait une sonnerie, je l'ai essayé de la couper, malheureusement, mon doigt a dérapé. Et donc, j'en revenais effectivement parce qu'effectivement, si on veut avoir un débat, il faut comprendre naturellement les tenants et les aboutissants. Et donc, on a été les garants de cela, ce qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir une société où on a pu reconnaître d'autres religions. Et d'ailleurs, j'ai été moi-même, lorsque j'étais bourgmestre, travailler au fait de la reconnaissance d'un certain nombre de mosquées qui étaient sur Anderlecht. Et voilà, j'ai toujours fait montre d'ailleurs d'une grande ouverture. La différence, effectivement, et le débat qui se porte, c'est la question de la neutralité des services publics. Et ça, effectivement, il y a un point d'attention et donc de préoccupation à cet égard. La nécessité, effectivement, que tout le monde qui entre dans un service public puisse avoir la conviction, effectivement, d'être traité de façon égale et équitable. Et donc, lorsqu'on est au service d'un service public, on est au service effectivement du public et on doit évidemment afficher la plus grande neutralité possible. Vous parlez effectivement du fait du châle, mais moi je n'ai pas non plus nécessairement envie, en entrant donc dans une maison communale qui serait gouvernée par le PS, d'avoir un type avec un t-shirt du PS, du PTB, tout ce qu'on voudra. Donc moi, voilà, nous pensons effectivement qu'il faut essayer avoir un uniforme, par exemple. Je veux dire, oui, moi ça ne me dérangerait pas. En à la commune, je trouve que ça serait bien. Mais le châle, pourquoi on nous dire ce qu'il ne dit pas? Voilà, moi aujourd'hui là je suis en pull parce que je suis chez moi, mais bon, quand j'accueille effectivement mes visiteurs dans mes fonctions, j'essaye d'avoir effectivement un habit neutre qui montre effectivement mon respect. Donc voilà,
mon goût effectivement vestimentaire est assez limité et en son temps d'ailleurs les responsables politiques et les membres des administrations portaient un uniforme. Je vous avoue, bon, peut-être que ça me fera passer pour un vieux con, mais que je suis toujours un peu mal à l'aise lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on accueille des gens avec un vieux pull taché et un jeans à trous. Ça me dérange parce que j'estime que on doit être à l'égard du public à son service. Et donc, à son service, ça veut dire être évidemment dans une condition d'accueil, de respect et de relative discrétion. Et donc, quelqu'un ait une médaille, un Vive pins l'uniforme. ou d'énormes tatouages. C'est pareil d'ailleurs au Sénat, pour tout vous dire. Il y avait un MP qui avait une énorme croix sur son avant-bras. On a dit, écoutez, ça va pas, quoi. Donc, il accueille les gens. Il faut que les gens n'aient pas l'impression que ce monsieur Il cache ses bras. Voilà, il puisse être discret parce que on incarne une institution, on ne s'incarne pas soi-même. Alors, quand on est dans le privé, on fait, entre guillemets, ce qui nous plaît, tant qu'on est dans le cadre de la loi, mais quand on est au service d'une institution publique, on fait en sorte de s'assurer que l'institution publique prime sur ce que l'on est. Donc moi, j'étais libéral quand j'étais fonctionnaire, il ne serait jamais parvenu à mon esprit d'avoir un pins du MR ou de venir distribuer des papiers du MR ou du PRL à l'époque dans l'administration où j'étais. Donc voilà, ça c'est ma conception des choses. Je ne dis pas qu'elle doit être considérée comme absolue, mais voilà, je suis plutôt partisan d'une certaine forme quand on travaille pour une administration publique, qu'on soit au service donc des gens, quels qu'ils soient, et qu'on puisse être le plus effectivement dans une certaine forme de... Surtout compétent. C'est ça l'avant. Oui, être compétent. Bien sûr qu'on soit compétent. Bien sûr, et je ne doute pas évidemment que tout le monde peut être compétent, mais c'est vrai que il faut pouvoir donc incarner donc l'institution dans laquelle on est. Donc voilà, comme on peut effectivement, lorsqu'on est policier, incarner quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, il faut parfois aussi savoir comment pourrais-je dire, se souvenir qu'il faut pouvoir servir donc une institution et au travers de cela emporter naturellement à la fois les valeurs et puis aussi les couleurs. Et donc on peut trouver ça effectivement vieux jeu, mais je pense que c'est un modèle qui au demeurant a relativement bien servi et qui a permis à notre pays, qui, faut-il le dire, historiquement a quand même connu des guerres de religion épouvantables, de vivre dans le respect d'une relative altérité depuis maintenant bientôt 200 ans, puisque notre pays va avoir 200 ans. Alors je peux comprendre que ça peut paraître dérangeant, je peux comprendre que ça peut paraître excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit indépassable. Oui, donc, mais les premières et deuxièmes guerres mondiales n'étaient pas des guerres de religion, et pourtant nous les avons quand même vécues. 1917, avec l'URSS. Oui, mais ça on était attaqué par l'extérieur. Et on est encore en guerre encore aujourd'hui. Enfin voilà, je dirais au niveau des Ouïghours, en Chine, la guerre, elle est bien plus économique et en fait, la religion n'est qu'un cache-sexe par rapport. Oui, mais ça, je ne dis pas le contraire. Mais bon, quand entre protestants et catholiques, on se massacrait même au sein d'une même famille, on a connu évidemment tout cela. Ça a forgé. Donc, est-ce qu'on devrait-on aujourd'hui même faire le procès des protestants et des catholiques parce qu'il fut un temps, 2 siècles en arrière, il y a eu des guerres. Ça a mené une certaine forme de sécularisation. C'est pour cela que par la suite, effectivement, il y a tolérance. Qu'il y a eu une évolution vers la tolérance, que les dirigeants, d'abord ça a commencé d'ailleurs par les monarques à l'époque, ont commencé par introduire des doses progressives de tolérance. Mais c'était pour éviter effectivement que on en vienne effectivement à s'entretuer. Maintenant, vous avez raison, les guerres du XXe siècle n'ont rien à envier, mais enfin, ce sont des guerres entre
d'invasion et des guerres qui avaient comme objectif le contrôle ou la domination de pays et qui étaient nourris par une autre problématique est celle du nationalisme. Et donc, moi, je ne suis pas membre d'un parti nationaliste. Comme l'avait dit en son temps général de Gaulle, voilà, le patriotisme, c'est l'amour du pays et le nationalisme, c'est la haine des autres. Donc, voilà. Oui. Et donc, vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Juste pour avoir une idée. De l'Union européenne, je dirais. Parce qu'il me semble que vous êtes un féru d'histoire. Vous avez fait vous avez fait des études en histoire. Je suis historien de formation, hein, donc. Oui, je suis historien de formation. Voilà. Par rapport au XVIIIe siècle, il me semble. Oui, XVIIIe siècle. D'accord. C'est justement le siècle où les idées. Vous pouvez nous en dire plus sur le XVIIIe siècle? C'est un siècle qui était évidemment clé, puisqu'il a fait émerger un certain nombre d'idées de liberté et donc mais aussi un siècle où finalement qui était un bouillon de culture idéologique, puisqu'il a quand même connu la Révolution française avec le bien, c'est-à-dire la liberté, et naturellement aussi les oppressions. Certains prétendent que la Révolution française est le modèle. Pour tout le monde a la liberté. Hein. Oui, mais voilà, il paraît que Staline s'en est inspiré aussi. Donc on voit en fin de compte l'ambivalence, d'une part la libération, le fait de dire que les personnes sont égales et qu'il n'y a pas de distinction au travers de la naissance, c'est un véritable progrès, mais de l'autre côté aussi l'oppression, c'est-à-dire le fait que celles et ceux qui n'étaient pas considérés comme des citoyens modèles pouvaient se retrouver à l'échafaud, y compris des gens au demeurant totalement innocents. Donc le risque d'aller trop loin qui peut basculer vers le totalitarisme et donc c'est ce qui finalement a été la balance éternelle au 19e puis surtout au 20e siècle, puisque voilà, il y a eu là de grandes idéologies qui ont malheureusement basculé dans l'horreur, dans l'oppression. Donc oui, c'est le 18e siècle est donc un siècle extrêmement intéressant qui explique évidemment beaucoup de choses qui se sont passées par la suite, la fin de l'Ancien Régime, l'émergence des idées nouvelles, et donc la tentation effectivement d'aller progressivement, et puis l'envie aussi de certains d'en finir avec l'ancien monde. Et donc voilà, c'est une leçon qui peut évidemment se rapporter au temps contemporain qui nous incite parfois aussi à une certaine forme de prudence. Le fait de vouloir initialement le bien n'est pas nécessairement une raison suffisante pour éviter le mal, quoi. Donc, in fine. Voilà. Donc, l'histoire est naturellement un élément qui permet non pas d'avoir des réponses sur tout, mais au moins de disposer d'un éclairage. Le problème, c'est de tout dépend sur quelle histoire on se base et s'il y a de la contre-argumentation en face. Parce que je dis que l'histoire, c'est vraiment le terreau intellectuel qui va faire et modeler la politique de demain. Et donc, tout dépend. Si on ne maîtrise pas l'histoire, on peut faire dire tout et n'importe quoi à l'histoire. Et c'est le terreau pour les politiques du futur que nous vivons aujourd'hui. Moi, il me semble quand même, au XVIIIe siècle, on était quand même beaucoup plus intelligents que nous ne le sommes aujourd'hui. Ça, c'est mon avis personnel. On a l'impression d'avoir réinventé l'eau chaude. C'est vrai qu'il y a eu les révolutions industrielles, mais je dirais que finalement, elles n'ont pas que du bon dans une forme de déshumanisation, hein, finalement. Et par exemple, que ce soit les guerres la colonisation. Aujourd'hui, je trouve, moi, je suis une Française, mais établie depuis 25 ans en Belgique. Je suis franco-algérienne et j'ai aussi écrit un livre par rapport à cela. Le problème, c'est qu'on fait un amalgame avec nos réalités d'aujourd'hui. Et donc, il y a des traumatismes de part et d'autre dans la mémoire collective et il y a des choses qui n'ont pas été déblatérées
Il ne faut pas Non, qu'il y ait de mauvaise foi en histoire. Et c'est ça le il problème, faut pas d'avoir qu'il vraiment de faut vrais pas qu'il y ait une débats. mauvaise foi, bien sûr. Et Voilà. il faut jamais oublier une chose, c'est qu'un peuple peut parfaitement à un moment donné être agresseur et être aussi victime. Et donc, voilà, on parle effectivement la Belgique comme puissance coloniale, ce qu'elle a évidemment été. Mais bon, la Belgique a aussi, les territoires belges a connu elle aussi évidemment les dominations de puissances étrangères. À commencer par les Bourguignons, en passant ensuite par les Espagnols, les Autrichiens, les Français, les Hollandais, etc. Donc voilà, Ça s'est tous n'ont arrêté à pas été. Waterloo. Hein. Oui, voilà, je dirais que toutes ces périodes n'ont pas nécessairement été absolument toutes des traumatismes, enfin, toutes n'ont pas non plus été des moments extrêmement heureux. Et en tout cas, les droits des populations qui composaient les Pays-Bas belges ou les Pays-Bas, voilà, les 10 pays belges de l'époque n'étaient pas nécessairement toujours extrêmement respectés. Donc on s'est divisé, redivisé nos pays. Et d'ailleurs, il y a des bouts de l'ancienne Belgique qui naviguent dans toute une série de pays tout autour de nous. Donc voilà, on a été le terrain de toutes les guerres pendant plusieurs siècles, avec évidemment les armées qui pillaient, qui brûlaient, parce qu'à l'époque, évidemment, les armées, elles avaient une tendance assez sommaire, donc on se servait sur le pays. Voilà, avec les épidémies qui suivaient ensuite. Donc voilà, la Belgique et les populations qui composent la Belgique en ont vu des vertes et des pas mûres, et même en 1914 et en 1940, elles ont servi aussi de champ de bataille. Alors c'est sûr que là maintenant on vit dans un pays quand même beaucoup plus apaisé, mais nos territoires ont aussi été modelés, faut-il le dire, par la violence, qu'on le veuille ou non. Nos frontières ont été établies dans la plupart des cas par la violence, par le fait qu'à un moment donné, une guerre s'est terminée au bénéfice de l'un ou de l'autre. Mais si on voit l'évolution des cartes de notre pays, on voit bien qu'elles ne sont pas liées à des questions naturelles, mais essentiellement des questions politiques, souvent malheureusement en lien avec une certaine forme de violence. Donc oui, voilà, nous sommes aussi des populations, on l'avait peut-être oublié, qui ont été soumis à une certaine forme d'oppression, même si à l'époque, peut-être les choses étaient conçues un peu différemment. Mais voilà, c'est clairement voilà, nous avons été une proie que les grands fauves de l'Europe se sont écharpés pour pouvoir en dépecer bribes et morceaux. Et la Belgique actuelle n'est finalement que le reliquat de ce qu'elle a été en son temps. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut événement intégrer. Mais pour ces revenir à la éléments. politique plus contemporaine, je voudrais revenir moi sur 2014. Oui. Déjà, au niveau de la géopolitique, c'est-à-dire lorsque le président des États-Unis parlait à M. Elio Di Rupo et que à la Chambre, tous les députés ont voté pour faire envoyer des F-16 en Irak et en Syrie, parce qu'on a l'impression que c'est lointain, c'était hier. Il y a eu, on ne peut pas comprendre les vagues de réfugiés et d'immigration syriens et des Syriens qui viennent demander l'asile en Belgique, et si on ne comprend pas notre impact, puisque déjà en 2014, quand même la Chambre, donc on attendait à ce que la Chambre vote, il n'y a eu qu'une abstention ou 2 abstentions sur toute la Chambre qui a voté, c'est-à-dire y compris votre parti, qui ont tous voté pour qu'on envoie des F-16 en Irak. Et donc ensuite, on s'étonne du revers, du retour de boomerang. Vous avez aussi, à cette époque-là, Didier Reynders, qui a fait vraiment, moi je trouve, c'est catastrophique hein, ce qu'il a fait, moi, de mon point de vue, mais à bien des niveaux d'ailleurs, au niveau des affaires étrangères. Mais comment dire, je voulais vous dire aussi qu'on ne récolte que ce que l'on sème, mais le problème, c'est qu'on prend souvent en otage les Belges, musulmans, vous voyez, vous comprenez, on est pris d'assaut par une géopolitique, par nos propres politiciens belges qui ont les manettes de dire si on fait quelque étranger ou pas, comme on appelle ça, comment dire, ça va me revenir le nom, des OPEX, des opérations extérieures.
Vous comprenez? Et donc, on vend Oui, aussi nos armes de l'autre côté. comprends. Après, on s'étonne des vagues migratoires. Et après, on surfe dessus. Et c'est comme ça que ça fait monter de plus en plus l'extrême droite. Et c'est vrai que la Belgique, elle ne peut pas accueillir non plus toute la misère du monde. Mais la faute à qui? Si ce n'est de nos politiques, déjà. Et puis, j'aimerais avoir aussi un feedback de votre part par rapport justement. Enfin, la guerre, c'est vraiment pour faire une guerre, il faut avoir déjà des puissances égales les unes face aux autres. Déjà, c'est un terme qui est complètement prostitué et galvaudé. La guerre israélo-palestinienne, non, il y a un oppresseur et il y a un oppressé. Et donc, moi, j'aimerais avoir votre point de vue de ce conflit israélo-palestinien et surtout des positions de votre parti politique. Parce que apparemment vous défendez beaucoup au sein du mouvement réformateur la position israélienne, mais quand on voit l'horreur de tout ce que souffrent les enfants, on dirait que c'est quoi? C'est la chair à canon. Et puis en réalité, on importe en fait le problème ici en Belgique au lieu d'être nous, autant que nous sommes, des locomotives pour ramener la paix là-bas. Et nous, on se fait gangréner. Et je n'ai pas entendu un rabbin en Belgique, peut-être à tort, je ne sais pas, condamner ce qu'Israël faisait. Et est-ce qu'au sein de votre mouvement réformateur, il y a des voix discordantes et que nous aimerions qui se lèvent par rapport à ce que fait Israël? Voilà, merci. D'abord, je voudrais, parce qu'on parle de la Syrie là en entrée, je voudrais aussi qu'on souligne le fait que lors de la deuxième invasion de l'Irak, la Belgique, aux côtés de la France, voilà, Louis Michel en particulier a fait en sorte que nous nous distancions par rapport à cette invasion qui était effectivement injuste, injustifiée, basée sur des éléments mensongers. Et donc, on a souvent, et à juste titre, souligné le rôle de Jacques Chirac, qui a eu aussi un rôle éminent de la Belgique, et c'était quand même l'implication notable de Louis Michel, et ça, je pense qu'il faut aussi s'en souvenir. Pour le reste, et pour revenir au conflit israélo-palestinien, clairement, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément, et donc notre volonté est bien sûr d'en finir avec cette situation qui nous peine terriblement. Et donc, je peux vous dire, pour avoir vu le travail de la ministre des Affaires étrangères, qu'elle ne s'épargne absolument aucune peine. Et vous seriez d'ailleurs étonné de voir les critiques qu'elle subit, d'ailleurs de tous les côtés. C'est ça d'ailleurs le paradoxe, parce que j'entends dans la bouche de certains que nous serions pro-israéliens, certains peut-être nous reprocheraient notre trop grande sympathie à l'égard des Palestiniens, et le font savoir parfois de façon assez musclée. Donc voilà, le fait est, c'est qu'aussi on lui tape dessus sans comprendre le rôle que l'on doit avoir lorsqu'on est président du conseil, quand on est à la tête de la présidence belge de l'Union européenne. Pendant 6 mois, on doit évidemment mener le travail européen. Et quand vous menez le travail européen, j'en parle d'autant plus que moi, j'ai été président, je le suis toujours, de la Commission des Affaires européennes au niveau du Parlement belge. Il y a une coprésidence que je mène avec la présidente socialiste Tillieu de la Chambre, et donc nous avons fait un travail commun. Moi, je n'ai pas vu aucune différence entre ce que j'ai porté comme attitude et ce que la présidente de la Chambre a fait. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons essayé de construire une cohésion pour faire évoluer les parlements des différents pays pour porter la paix, une paix exigeante. Je peux vous dire que la Belgique faisait partie de ces quelques pays qui essayaient de faire quelque chose d'utile. Beaucoup étaient rétifs à la seule idée de mettre un doigt là-dedans, et d'autres, effectivement, avaient des points de vue qui étaient diamétralement différents. Et donc, nous avons essayé de créer cette dynamique. Alors, nous avons cette présidence belge, et donc ça nous oblige évidemment de veiller à ne pas bloquer complètement la dimension européenne, parce que, soyons clairs, ce n'est pas la Belgique toute seule qui peut peser. Même un pays aussi important que la France doit pouvoir s'appuyer sur une dynamique européenne si on veut évidemment créer des choses. On peut essayer de créer du spectaculaire,
Mais le problème, et c'est pour cela que l'idée de rompre des relations diplomatiques est évidemment une erreur fondamentale quand on connaît un peu les règles de la diplomatie, c'est qu'une fois que vous rompez vos liens diplomatiques, c'est un petit peu comme si vous jouez aux cartes et vous dites bon ben voilà, je jette mes cartes sur la table et je quitte le jeu. C'est évidemment il est clair que les autres joueurs vont vous remarquer tout de suite, mais une fois que vous n'êtes plus dans le jeu, ben voilà, vous n'avez évidemment plus moyen d'intervenir, voilà, ni de faire quoi que ce soit d'utile. Et donc la Belgique a ce rôle de courroie entre ces différentes réalités européennes, et donc elle doit tirer le poids d'une Europe qui est parfois rétive, qui est parfois lourde, qui est parfois compliquée. Et évidemment, c'est bien simple de faire du spectaculaire au départ de la Belgique. Mais quand vous êtes face à tous vos collègues européens et que vous devez obtenir quand même des avancées, là, il faut une force de conviction. Et là, moi, je n'ai pas vu très sincèrement, je vous le dis, de différence notable entre ce que je portais, la collègue socialiste. Et tout simplement parce qu'en effet, lorsqu'on est sur le terrain, on voit bien qu'on est quand même très loin des discours. Et donc moi, je vous le dirai, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que Adja Habib fait. Elle le fait avec cœur, au mépris d'ailleurs de sa santé, me semble-t-il. Et donc, dans le but d'obtenir des résultats qui sont évidemment insatisfaisants, mais qui permettent en effet de donner encore un rôle à la Belgique. Et donc, il faut bien sûr comprendre que le travail diplomatique n'est pas un truc qui se passe devant les médias. Vous ne pouvez pas effectivement devant une chaîne d'information balancer tout ce que vous faites parce que sinon vous ruinez tout cela. Et c'est parfois extrêmement frustrant. Et je peux vous dire que le travail qu'elle fait est apprécié par énormément de pays, y compris d'ailleurs de pays arabes qui reconnaissent effectivement la plus-value, la compétence et l'engagement. Alors, bien sûr, on peut toujours demander plus. On veut effectivement, en quelque sorte, régler tout cela de façon claire, nette, éclatante. Mais voilà, moi, je constate que ni la Chine, ni la Russie n'ont rompu les relations internationales. D'ailleurs, nous n'avons pas rompu les relations avec la Russie parce qu'elle avait envahi l'Ukraine. Nous n'avons pas rompu les relations avec la Chine parce qu'ils exterminent les Ouïghours et ils vont sans doute finir par effacer définitivement cette population. Voilà, on doit évidemment travailler on doit travailler avec les outils qui sont à notre disposition et je peux vous dire en tout cas qu'on a des affaires étrangères qui n'épargnent pas sa peine dans un dossier où effectivement la moindre erreur peut se payer cash et ruiner parfois des mois et des mois de travail patient pour trouver un certain nombre d'avancées, de solutions. Parfois, ça peut paraître des pansements, mais c'est parfois des pansements qui sauvent des vies, quoi, et qui sauvent des vies au quotidien. Maintenant, oui, il faut effectivement qu'il y ait deux États. Oui, il faut que cette situation absolument épouvantable cesse. On est bien d'accord par rapport à cela. Le contexte géopolitique est aussi extrêmement compliqué et tendu. Certains versent de l'huile sur le feu pendant que d'autres essayent de verser de l'eau. C'est un moment extrêmement tendu. Je ne vous cache pas que je suis très inquiet globalement sur la marche du monde. Moi, je suis inquiète pour la Belgique en même temps. Son implication. Moi, je suis inquiète pour la Belgique globalement et son implication dans la vente d'armes à Israël. Parce qu'on ne peut pas se prôner dire mais la Wallonie a décidé, nous vous livrons les armes. D'un côté, vous avez par exemple Philippe Claus. La Wallonie a décidé de ne plus vendre d'armes. Donc voilà. Écoutez, récemment encore, il y a eu un scandale. Récemment, là, il y a quelques temps encore, il y avait l'affrètement d'armes à partir d'un aéroport en Wallonie et qui allait vers Israël. Donc, et de l'autre côté, vous avez un bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, pour ne pas le nommer, de la formation politique du Parti socialiste, qui fait en sorte qu'au Ezel, on puisse ramener toute l'aide humanitaire pour les Gazaouis, pour les Palestiniens, avec une association, je crois que c'était Human Appeal. Vous voyez ?
Et de l'autre côté, on fait acheminer des armes de Belgique vers Israël. On peut nous expliquer ça, cette dualité à l'intérieur des partis, à l'intérieur des personnalités politiques? C'est quoi ça? C'est toute la complexité, effectivement, de faire en sorte d'avoir quelque chose de cohérent et de travailler effectivement sur une cohérence. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en Wallonie, on a décidé d'arrêter l'exportation des armes. Maintenant, une décision d'arrêt d'exportation ne peut pas se faire sur un coin de table. Il faut évidemment comprendre, malheureusement, que ça peut paraître parfois d'ailleurs assez épouvantable, mais un certain nombre d'engagements internationaux ne peuvent pas être renversés en 2 heures. Donc on ne peut pas faire complètement ce que l'on veut. Et des engagements internationaux, pardon. Oui. Mais des engagements internationaux qui engagent carrément la population. Puisque la Wallonie n'exporte plus d'armes. Et donc voilà, c'est ça aussi la preuve que les choses elle exporte des armes. peuvent évoluer. Elle exporte. Oui, voilà. Elle a exporté encore la semaine dernière. Oui, elle a exporté. Oui, parce qu'elle exporte partout. Et malheureusement, il y a aussi de ces armes qui se retrouvent au Yémen. Et on peut aussi d'ailleurs le regretter. Et qui ont tué beaucoup là aussi. Et puis, voilà, de toute façon, oui, il faut évidemment être ça ne serait pas plus préférable de dire qu'on n'exporte plus d'armes? Ça ne serait pas plus préférable de dire carrément qu'on n'exporte plus d'armes? Oui, on peut dire qu'on n'exporte plus d'armes de nulle part, mais le risque de ce point de vue-là, c'est que d'autres pays, prennent une emprise sur un certain nombre de régions du monde. On le voit avec la Russie qui n'en a que faire, et la Chine pareil, ils vendent à qui ils veulent, et donc il faut faire attention. Je vous renvoie donc on veut exporter la démocratie belge. Oui, si je comprends bien, au nom de la démocratie belge, elle permet de critiquer un certain nombre de mesures à juste titre, mais si c'est pour dérouler ensuite le tapis rouge sous les pieds des Russes et des Chinois, je ne trouve pas ça terriblement intelligent. Le choix n'est pas toujours entre le bien et le mal, mais souvent entre le pire et le moindre mal. Et donc renoncer définitivement à notre filière d'armement, c'est aussi de donner les clés des clés géopolitiques à un certain nombre de forces qui n'ont pas nécessairement, comment pourrais-je dire, le même niveau d'attention par rapport aux droits élémentaires. Oui, il y a des choses à améliorer. Oui, il y a des choses choquantes sur lesquelles il faut remédier. De là à dire que la Belgique n'exportera plus jamais aucune arme, je ne pense pas nécessairement que ce soit la réponse la plus adéquate, mais je ne suis pas un expert en la matière et donc je ne tiens pas non plus voilà, j'ai jamais siégé à la commission défense de la Chambre, donc oui, mais vous comprenez bien que l'on met la population belge en danger. Les citoyens, quand ils votent, oui. Qui sont les patrons? Est-ce nos politiques ou est-ce le peuple? Qui sont les patrons? Nous sommes l'État, des gestionnaires à qui l'on confie temporairement, pendant 5 ans, la gestion du pays en bon père de famille, comme on aime à le dire. Tout à fait, oui. Oui, absolument. Okay. Et je flatte de penser qu'on essaye pour la plupart de le faire, oui. Mais comme en bon père de famille, effectivement, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Voilà, parfois, il faut choisir de savoir si on va payer la facture de gaz ou de payer des vacances à Carnaval, c'est tout. Donc, on ne fait pas non plus tout ce qu'on veut. Voilà, parce qu'aussi, on est dans un monde globalisé et qu'il y a et que souvent, il faut sous-peser les conséquences de ce qu'on fait. Parce que parfois, vous pouvez effectivement, en pensant faire le bien, voilà, déclencher une série de conséquences qui sont inattendues et qui vous amènent à une situation encore pire. Vous avez parlé de nos interventions. Excusez-moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites par rapport au cas de la Suède. Il me semble qu'elle ne s'est jamais impliquée dans les guerres, ou que très rarement, et elle a été très prospère. Elle n'a jamais vendu d'armes, elle a été très prospère, elle n'a jamais. Elle a vendu beaucoup d'armes et peut-être récemment, je ne sais pas. Elle a fourni beaucoup de choses à l'Allemagne. À l'Allemagne. Autant des nazis. Voilà. Autant des nazis. Oui, tout à fait. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est la Suède ou la Norvège. Peut-être que je me trompe. Non, la Norvège, elle a été envahie, la Norvège d'ailleurs. Mais la Suède, oui,
elle a tiré profit de sa neutralité, comme la Suisse. Voilà, le problème c'est que voilà, c'est bien, voilà, la Belgique était aussi neutre, mais elle a été envahie en 40, hein, donc voilà, elle était neutre aussi en 14, elle a été envahie. Il y a eu des Donc, collabos, il y a eu des collabos, mais maintenant, moi, il y a un truc qui me choque dans le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on s'offusque. Donc, on veut bien nous reconnaître, de toute façon, parce qu'on a étudié la première, la deuxième guerre mondiale, mais vous avez bien vu que la deuxième guerre mondiale, la première, la deuxième guerre mondiale, il y a eu quand même beaucoup plus que 6 millions de victimes juives, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le restant de tout 50 millions. D'accord. D'accord. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas dans la pleurniche victimaire pour dire oui, nous, on en a eu plus que vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Le problème, où est-il? Il est qu'on pointe du doigt ce qu'en font là les sionistes, les néo-nazis que nous avons en Israël. C'est déjà soi-disant un blasphème pour certains d'entendre ce que je suis en train de dire. Or, ça ne change. C'est une comparaison historique. À un génocide. Non. La Shoah, c'est un terme, on va dire, spécifique pour eux, d'accord. Mais ça n'enlève rien à ce qui se passe. C'est de l'épuration ethnique. Ça n'enlève rien du tout à ce qui se passe. Le terme générique, l'épuration ethnique. Voilà. Et donc, ça s'appelle un génocide. Oui, enfin, l'épuration ethnique. Sauf que les Juifs ont trouvé des gens en face et des gens à leur côté, des résistants, qui les ont soutenus, dont nos aïeux, des musulmans, n'est-ce pas? Dont beaucoup ont la mémoire courte. Et si la majeure partie d'eux survivent, c'est parce que nos aïeux ont donné leur sang à la première et à la deuxième guerre mondiale. On devrait nous dire merci. D'accord? Nous aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Donc, le problème, c'est quoi? C'est l'histoire, elle n'est pas faite qu'avec la deuxième guerre mondiale et l'histoire des 6 millions de juifs exterminés. D'accord? L'histoire, c'est une succession. Si on doit parler de la guerre d'Algérie, on commence de 1830 et on termine en 1962. D'accord? Là, on peut faire une liste non exhaustive. Il y a des massacres de partout. Moi, sur ce que je m'interroge, c'est quelle est la philosophie de ces gens-là? Ça, il faut travailler sur la pensée. La pensée, la littérature. Regardez la périgée à l'école. C'est qu'on est en périgée. C'est la périgée totale à l'école avec le pacte de l'excellence, soi-disant. Donc, on va rebondir un petit peu là sur une question plus contemporaine. Evras. Vous savez ce qu'est Evras? Vous avez une idée, j'imagine. Oui, évidemment, j'ai une idée, oui. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela? Écoutez, qu'il y ait une éducation sexuelle, il y en a toujours eu, j'en ai eu, mais effectivement, voilà, je pense que les parents, les parents et puis je pense que les pédagogues éclairés peuvent faire la distinction entre une éducation sexuelle et puis effectivement voilà, ce que certains ont dénoncé un certain nombre de débordements en la matière. Et donc, voilà, moi je suis le tenant effectivement d'une société progressiste, mais d'une société néanmoins où effectivement on puisse évidemment éviter les excès ou les tentatives de récupération. Donc voilà, moi je vous l'ai dit, et donc je ne fais évidemment pas mystère de ce que je suis quelqu'un d'assez rigoureux à la fois intellectuellement et moralement. Pour le reste, je sais qu'il y a une grande émotion par rapport à ça. J'ai pris acte de cette émotion. Encore une fois, voilà. Est-ce que vous pensez des manifestations, parce qu'on a voulu dire que les parents qui se levaient... On les a entendus. Maintenant, bon, encore une fois, il y avait effectivement des choses qui étaient en effet, comment pourrais-je dire, assez interloquantes dans un certain nombre d'approches. Mais voilà, le fait de... Dites. Oui, c'est la chaîne sans censure, dites. Mais le reste mais de venir dire que toute forme d'Evras devrait être pour autant liquidée sous prétexte qu'il y a eu des points qui ont fait l'objet effectivement de contestation.
voilà, il faut rester, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, très sincèrement, voilà, je pense pas qu'on puisse avoir des positions sans nuance par rapport à cela. Donc, moi, je suis quelqu'un qui les phrases dans le fondamental, par exemple, oui, on a entendu ses parents. Apparemment, il y aurait eu des islamistes qui étaient avec ses parents. Enfin, je ne sais pas. Je suis pas trop au courant, mais ce que je sais, c'est que il y en a beaucoup qui ont revendiqué que et il faut les pas phrases dégagent. instrumentaliser. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, il faut les pointer. Voilà. Et d'ailleurs, Voilà. elles l'ont été, y compris par des gens de ma formation. Mais instrumentaliser cela pour créer donc une émotion négative et conflictuelle, ça, c'est pas nécessaire non plus, à mon avis. Donc voilà, moi c'est le message que je veux. Voilà. Par exemple, par pour contre, remonter par rapport à l'EVRAS, à l'éducation sexuelle, relationnelle, affective et sexuelle, pour des maternelles et des primaires, ça a été fait déjà depuis 2013, mais les parents n'étaient pas au courant. Donc, et il y a eu beaucoup de parents qui se sont plaints et pour lesquels les directions d'école… Il y a des parents qui se sont plaints sur un certain nombre de cas. Et encore une fois, je pense que le propos du ministre-président et de la Fédération Wallonie-Bruxelles était très clair à ce sujet. Donc, bien sûr que s'il y a effectivement des choses qui paraissent inadéquates, elles doivent être exprimées. Pour le reste, évidemment, être sans nuance en disant, voilà, il ne faut plus rien. Il n'y a pas eu de débat démocratique avec les parents. Il ne faut plus aborder ces sujets du tout dans le cadre de l'enseignement. Ça n'a pas non plus. Donc moi, je dis attention, essayons de ne pas nous faire gouverner par l'émotion. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les pointer, en discuter. Mais venir dire, bon voilà, les phrases… Pendant 10 ans, la ministre n'en a pas discuté avec les parents. Donc, voilà, on est en train de quelque part faire un acte parental. Peut-être que le point positif de l'affaire, c'est justement que les parents puissent effectivement s'impliquer dans le parcours pédagogique de leurs enfants. Mais attention aussi d'hurler avec les loups en disant que, en tombant dans la caricature, en disant il n'y a rien de bon, que ce sont que des farfelus, ce sont que des gens qui veulent, entre guillemets, avoir une influence néfaste, etc. Ça, je pense que si c'est ça l'unique message qui en ressort, ce n'est pas rendre nécessairement justice à la réalité. Malheureusement, je dois vous laisser parce qu'on est déjà 1 heure ensemble et j'ai encore malheureusement d'autres rendez-vous. Donc voilà. Bah, merci si vous voulez, en tout cas d'avoir eu la gentillesse. Voilà. Merci d'avoir eu la gentillesse. Et vous êtes bienvenus quand vous voulez. On pourra continuer à débattre si vous savez. Écoutez, voilà, j'ai fait connaissance avec votre média. Je ne le connaissais absolument pas. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà, mais je suis et j'ai toujours essayé d'être un homme de dialogue. Et si j'avais un mot de la fin, je dirais qu'il faut essayer d'éviter les caricatures et essayer d'aller voir au-delà de ce qui est proclamé de façon unilatérale. La nuance, elle doit faire partie du débat politique et démocratique. Et je constate malheureusement que trop souvent, la nuance, qui nécessite forcément des explications, un peu de temps, est nécessairement considérée comme des opinions faibles, voire inintéressantes, alors que c'est celles-là, malheureusement, qu'on le veuille ou non, qui permettent de nous projeter dans l'avenir et de construire avec les autres. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Merci à vous. C'était Monsieur Gaëtan van Goedsenhoven de la formation politique du mouvement réformateur du MR. Merci à lui. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on a fait 1 heure. Ça devrait le faire. On ne va pas s'attarder plus. J'ai d'autres obligations. Il est 9 heures. On continuera, les amis. Toujours spéciale élection 2024.
Et j'espère que voilà, vous avez obtenu quelques réponses. Vous aurez probablement d'autres questions. Et j'espère pouvoir accueillir d'autres personnes. Et normalement, la team de Fouad Haïdar, ce n'est pas encore prévu au niveau de la date, mais c'est très, très, très intéressant. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à tous et à bientôt.